Notre cours de philosophie politique en mode confinement va aujourd'hui continuer avec les contractualismes. Nous avons étudié ces courants de la philosophie politique en abordant trois auteurs, Thomas Hobbes, John Locke et Jean-Jacques Rousseau. Le contractualisme, qui est aussi connu comme la théorie du contrat social, a pour objectif de montrer comment nous nous retrouvons aujourd'hui dans la société politique. Nous quittons l'état de nature pour entrer dans la société politique. Et pour vivre dans cette société politique, nous devons vivre selon un contrat. Le contrat consiste à abandonner partiellement notre liberté et les confier à une personne et qui, à son tour, nous garantit la sécurité. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec Jean-Jacques Rousseau, comme on l'avait commencé, et nous allons voir quelle est l'approche rousseauiste du contrat social. Et Rousseau commence dans son livre Les contrats sociaux à annoncer ce qu'il veut faire en quelque sorte. Et le premier livre du contrat social s'ouvre par cette phrase très intéressante: je veux chercher si, dans l'ordre civil, il peut y avoir quelques règles d'administration légitimes et sûres, en prenant les hommes tels qu'ils sont et les lois telles qu'elles peuvent être. Je tâcherai d'allier toujours dans cette recherche ce que le droit permet avec ce que l'intérêt prescrit, afin que la justice et l'utilité ne se trouvent point divisées. Voilà le travail que Jean-Jacques Rousseau cherche à faire dans ses livres, dans son approche du contrat social. Et il commence par une observation assez intéressante, certainement en observant la société. Il dit ceci: l'homme est né libre et partout il est dans les fers. Tel se croit le maître des autres, qui ne laisse pas d'être plus esclave qu'eux. Comment ces changements s'est-il fait? Je l'ignore. Qu'est-ce qui peut les rendre légitimes? Je crois pouvoir résoudre cette question. Rousseau cherche donc à résoudre la question de ce qui rend légitime les changements de cet homme qui est né libre et qui aujourd'hui se retrouve dans des fers. Et il passe alors au pacte social. Et pour aborder cette question du pacte social, il commence par une supposition. Je suppose, dit-il, les hommes parvenus à ce point où les obstacles qui nuisent à leur conservation dans l'état de nature l'emportent, par leur résistance sur les forces que chaque individu peut employer pour se maintenir dans cet état. Alors, cet état primitif ne peut plus subsister et les genres humains périraient s'ils ne changeaient de manière d'être. À partir du moment où nous entrons dans la société politique, nous ne pouvons plus vivre comme dans l'état de nature. Nous devons changer notre manière d'être. Et Rousseau continue: or, comme les hommes ne peuvent engendrer de nouvelles forces, mais seulement unir et diriger celles qui existent, ils n'ont plus d'autre moyen pour se conserver que de former par agrégation une somme de forces qui puisse l'emporter sur la résistance, de les mettre en jeu par un seul mobile et de le faire agir de concert. Et cette somme, poursuit-il, de forces ne peut naître que du concours de plusieurs. Mais la force et la liberté de chaque homme étant des premiers instruments de sa conservation, comment les engagera-t-il sans se nuire et sans négliger les soins qu'il se doit? Cette difficulté peut s'énoncer en ces termes. Donc c'est ça la difficulté. Étant nés libres, nous nous engageons à vivre dans la société politique en acceptant d'abandonner partiellement notre liberté. Et comment nous pouvons vivre cela sans que nous puissions nous nuire nous-mêmes? Et c'est une difficulté, et Rousseau énonce cette difficulté en ces termes. Trouver une forme d'association qui défende et protège de toute la force commune la personne
et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun, s'unissant à tous, n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. Tel est le problème fondamental dont les contrats sociaux donnent la solution, nous dit Jean-Jacques Rousseau. Les clauses de ces contrats se réduisent toutes à une seule: l'aliénation totale de chaque associé avec tous ses droits à toute la communauté. Car, premièrement, chacun se donnant tout entier, la condition est égale pour tous. Et la condition étant égale pour tous, nul n'a intérêt de la rendre onéreuse aux autres. Nous acceptons d'entrer dans cette société politique, nous devons tous jouer les mêmes jeux, s'il faut s'exprimer en ces termes-là. De plus, poursuit Rousseau, l'aliénation se faisant sans réserve, l'union est aussi parfaite qu'elle peut l'être, et nul associé n'a plus rien à réclamer. Car, poursuit Rousseau, s'il restait quelques droits aux particuliers, comme il n'y aurait aucun supérieur commun qui pût prononcer entre eux et le public, chacun étant en quelque point son propre juge, prétendrait bientôt l'être en tous. L'état des natures subsisterait et l'association deviendrait nécessairement tyrannique ou vaine. Enfin, chacun se donnant à tous ne se donne à personne. Et comme il n'y a pas un associé sur lequel on acquiert le même droit qu'on lui cède sur soi, on gagne l'équivalent de tout ce qu'on perd et plus de force pour conserver ce qu'on a. Si donc on écarte du pacte social ce qui n'est pas de son essence, on trouverait qu'il se réduit au terme suivant: chacun de nous met en commun sa personne et toute sa puissance sous la suprême direction de la volonté générale. Lorsque nous abandonnons notre liberté, nous mettons cela sous la suprême direction de la volonté générale, nous dit Jean-Jacques Rousseau, et nous recevons encore chaque membre comme partie indivisible du tout. Et il termine cette notion de contrat social avec ces mots qui nous expliquent davantage comment se fait ce passage de l'état de nature à l'état civilisé ou à l'état politique. À l'instant, écrit Rousseau, au lieu de la personne particulière de chaque contractant, cet acte d'association produit un corps moral et collectif, composé d'autant de membres que de l'Assemblée a de voix, lesquels reçoivent de ce même acte son unité, son moi commun, sa vie et sa volonté. Cette personne publique, qui se forme ainsi par l'union de toutes les autres, prenait autrefois les noms des cités et prend maintenant celui des républiques ou des corps politiques, lesquels est appelé par ses membres État quand il est passif, souverain quand il est actif, puissance en les comparant à ses semblables. À l'égard des associés, poursuit Rousseau, ils prennent collectivement les noms de peuple et s'appellent en particulier citoyens, comme participant à l'autorité souveraine, et sujets comme soumis aux lois de l'État. Mais ces termes se confondent souvent et se prennent l'un pour l'autre. Il suffit de les savoir distinguer quand ils sont employés dans toute leur précision. Donc voilà comment nous entrons dans l'état politique ou l'état civilisé en quittant l'état de nature. Nous nous mettons à la disposition, si vous le voulez, de la volonté générale et tout ça c'est en vue du bien commun. Ceci était notre 6e leçon dans le cadre de notre cours de philosophie politique en mode confinement. Ainsi, nous clôturons avec le contractualisme et prochainement, nous allons aborder la politique des zombifications. Et la politique des zombifications, c'est une nouvelle théorie politique, si vous voulez, que nous essayons de mettre à la disposition de tout le monde.